Alors donc, parlons désormais d'application partielle d'une fonction et vous allez voir que en fait c'est peut-être ce qu'on aurait pu introduire de manière naturelle dans un premier temps pour essayer de parler de continuité d'une fonction de plusieurs variables, notamment dans l'idée que puisqu'on connaît, on sait parler de continuité de fonction d'une variable, tiens pourquoi ne pas, quand on a une fonction de plusieurs variables, geler toutes les variables sauf une, ça nous fait une fonction que d'une seule variable, et se demander si cette fonction est continue. Et on définirait la continuité comme ça. Alors ça, en fait, c'est pas une bonne notion. Comme on va le voir, il y a un théorème qui va nous dire justement que c'est pas une bonne notion. Mais donc l'idée est la suivante, hein, vous avez une fonction qui est définie, disons, sur un domaine D. Donc là, je prends une fonction de R2 dans R, plutôt de D dans R, où D c'est ce domaine-là, hein, que je ne lâche pas, mais ce domaine-là. Et vous vous demandez si la fonction est continue en un certain point A. Donc ce que vous pourriez dire, c'est dire, bon on va revoir cette idée à apparaître à plusieurs reprises d'ailleurs. Finalement, je vais regarder les variations de la fonction. Je vais voir la fonction comme une fonction seulement pour commencer que de la variable x. Ok, donc je fixe, hein, vous voyez que ici, on est dans R2, hein, donc attention, hein, ça veut dire que si on veut, quand on a une fonction de R2 dans R, pour voir son graphe, c'est un graphe dans R3. Vous voyez que quand on a une fonction de R dans R, juste une remarque, euh, on a besoin du plan pour tracer son graphe, hein, donc une fonction on a besoin de se placer dans R2. Donc pour tracer le graphe d'une fonction de R2 dans R, il faut se placer dans R3. Donc là, si vous voulez, si par exemple vous regardez la valeur de f en ce point, vous imaginez que vous avez une troisième dimension z qui sort comme ça, et donc le graphe de la fonction, ça va être une surface en trois dimensions. Hein, je devrais peut-être le décrire plutôt, le, le voir plutôt comme ça. Hein. Vous auriez alors là, du coup, je le mets peut-être comme ça. Donc, le plan ici, xy est là. C'est là que vous regardez une entrée de la fonction, un élément que vous donnez à manger à la fonction, et elle vous sort, je ne vais pas mettre z ici, mais elle vous sort un réel, et donc ça vous donne, quand vous faites varier les entrées possibles de la fonction, mettons que le domaine D est ici, quand vous faites varier les entrées de la fonction, voilà plein de x candidats, de xy candidats, ça vous sort à chaque fois un réel, et donc ça vous fait une surface. Voilà par exemple l'ensemble des valeurs prises par la fonction, hein, au-dessus de D, des antécédents possibles. Donc j'insiste, hein, quand vous avez une fonction en fait qui a des variables, pour regarder une fonction à des variables à valeur de R, regarder son graphe, c'est regarder dans l'espace RD plus 1. Voilà, donc ici on n'a pas vraiment besoin de ces considérations, mais cette remarque ne fait pas de mal. On a une fonction de R2 dans R, donc son graphe apparaîtrait quelque part ici. En tout cas, on se demande si elle est continue en ce point. Donc ce qu'on peut faire, c'est se dire, tiens, dans un premier temps, je vais regarder si elle est continue lorsque je bloque la variable y à cette valeur-là. Donc là, j'ai a égale a1, a2. Ça, c'est a2. Et je vais regarder, je vais juste faire varier, regarder la fonction qui a t associe f de t à 2. Hein, donc, je bloque A2, A2 est gelé, c'est l'ordonnée de ce point, et je fais varier seulement l'abscisse autour de A1. Donc je me demande si la fonction qui a t associée f de t à 2 admet une limite quand t tend vers A1. Vous voyez, ça ce serait une sorte de notion de continuité partielle. En tout cas, l'application que je viens de définir, ça, vous voyez que c'est une application assez naturelle à considérer. Ça consiste à geler une variable et à regarder comment la fonction, à geler une variable en un point donné et à regarder comment la fonction se comporte dans une variable uniquement, la variable restante. Donc on va généraliser cette notion. Euh, je vous fais aussi une petite remarque qui va expliquer une notation qui va venir dans la définition. Vous voyez qu'ici, si je regarde cette fonction-là, qui a t associé f de t à 2, l'ordonnée est fixée, je fais variété, donc je m'autorise à regarder, hein, là ça c'est les points, ça c'est un certain t à 2, et ça c'est a1, a2. Vous voyez que t, je ne peux pas le prendre n'importe où. Il faut que ce que je donne à manger à f, il faut que ce soit dans l'ensemble d sur lequel elle est définie. Donc par exemple, ce t à 2 là, il n'est pas autorisé. Cette fonction n'est même pas définie en ce point. Donc il va falloir donner une notation au t autorisé tel que ta2 est dans l'ensemble D. C'est ça le D de cette définition. Donc définition. Donc soit A égale à 1
de A, c'est l'ensemble des T appartenant à R, tels que A1, T, AD, appartient à D. Donc c'est l'ensemble des T appartenant à R, tels que lorsque je fais varier seulement la jème variable, ici c'est la position J, je devrais peut-être écrire ce qu'il y a là, hein. Donc c'est A1, A2, etc. jusqu'à AJ-1. Je vais l'écrire. Donc c'est DJ de A, c'est l'ensemble des T appartenant à R, tels que A1, etc. AJ-1, T, AJ, etc. Pardon, AJ plus 1, jusqu'à AD, appartient à D. Donc c'est l'ensemble des réels, tels que quand je fais varier la jème variable uniquement, je suis dans D. Alors cet ensemble, il n'est pas vide, hein, puisque si je prends T égale AJ, je tombe donc sur le point A, et lui, je sais qu'il est dans D, puisque je l'ai pris. Il y a toujours A là-dedans. Donc, sur ce graphe-là, vous voyez que par exemple, si je prends cette droite, ici, plutôt en fait, hein, c'est cet ensemble-là. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble des T appartenant à R, tels que T à 2 appartient à D. Hein, donc cet ensemble-là, ici, cet ensemble-là, c'est D. Alors ici, la variable que je fais bouger, c'est la première. Donc c'est D1 de A. Pour ce problème-là. Et pour ce A-là. Et d'ailleurs, au passage, c'est quoi ici D2 de A? Et bien D2 de A, c'est tout simplement, cette fois, D2 de A, donc cette fois, je gèle la variable A1 et je fais bouger l'ordonnée. Donc ici, ça va être les T tels que, les T en ordonnée tels que quand je fais varier T, je tombe dans D. Donc c'est exactement cet ensemble-là. Hein, ça, c'est D2 de A. Pas grand chose, mais c'est D2 de A. D2 de A. Cet ensemble-là, donc l'ensemble des ordonnées possibles, l'ensemble des ordonnées possibles telles que A1T appartient à D. Ok, donc ça, très bien, c'est une définition qui a rien de compliqué, hein, c'est juste pour s'assurer qu'on reste dans D quand on fait bouger une variable uniquement et qu'on gèle les autres. Hein. J'insiste, hein, ici, on ne fait bouger qu'une variable, toutes les autres sont gelées. Et on appelle JM application partielle de F en A. Et bien c'est quoi? C'est l'application FJ, notée FJA, donc elle dépend à la fois de J, c'est-à-dire la variable qui bouge, les autres étant fixées, et A, c'est-à-dire le vecteur dans lequel on fixe toutes les autres variables. Donc c'est FJA, et c'est une application qui va... Cette application, elle fait varier seulement la jème variable, donc c'est une fonction d'une seule variable, et cette variable, elle vit dans DJ de A, dans R, et qui à T associe FJ, A2, A1, etc. jusqu'à AJ-1, T, AJ, AJ plus 1, AD. Donc c'est l'application, je le répète, qui consiste à geler toutes les variables sauf la jm, et donc c'est une fonction d'une seule variable. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? Alors avant d'ailleurs d'en dire quoi que ce soit, je vais peut-être faire un exemple concret. Hein. Donc, exemple. Mettons que je prenne la fonction f de R3 dans R3, donc ici D est égal à R3, et qu'à x, y, z associe. Alors pardon.
Ouais, on va faire ça. xy moins z carré. Voilà. C'est une fonction polynomiale, tout simplement, xy moins z carré. Et on va regarder les applications partielles autour du point 0, 1, 2. Donc on va geler deux variables et pas la troisième. Et on va regarder la fonction qui en résulte. Donc ici, vous voyez que comme f est la valeur de R3 dans R3, les dj de A, c'est R. Si je fais le domaine de définition, c'est tout R3, donc il n'y a pas de restriction en particulier. Donc F1A, donc c'est quoi? C'est l'application où je gèle les valeurs de A à A2, A3, c'est-à-dire ici égal à 1 et 2, et je fais varier seulement la première. Donc c'est l'application qui a T appartenant à R, ici, et qui lui associe, eh bien, donc, ce qui bouge c'est X, donc c'est T, Y vaut 1, moins Z vaut 2 au carré, donc moins 4. Donc c'est simplement T moins 4. Voilà l'application partielle au point A, la première application partielle de F au point A. F de A, c'est l'application qui vaut, donc je gèle les premières et troisième variables cette fois-ci, donc x à 0, donc là ça fait 0 fois t, moins z au carré, c'est-à-dire toujours 2 au carré. Donc ça c'est simplement la fonction constante égale à moins 4. Et enfin f3a, je gèle la première et deuxième variable, et c'est z qui bouge. Donc ici j'ai simplement 0 fois 1 moins t au carré. Et donc on a juste moins t au carré. Donc voilà les applications partielles associées à cette fonction au point 0, 1, 2. Et donc, comme je vous disais, on pourrait se demander, tiens, on a défini une notion de continuité tout à l'heure pour les fonctions de plusieurs variables. N'aurait-on pas pu définir plutôt cette notion de continuité directement sur les applications partielles? Parce que ce qui est agréable, c'est que les applications partielles, c'est simplement des applications de R dans R. Ou en tout cas, d'une partie de R dans R. Donc des fonctions d'une seule variable. Mais en fait, le problème, c'est que vous avez vu que la définition de continuité qu'on a donnée, elle était complètement naturelle. On a pris la définition de continuité pour les fonctions de R dans R, et puis on a juste changé une valeur absolue en une norme. Donc on ne voit pas trop en quoi on pourrait faire mieux que cette définition de continuité. Et bien malheureusement, simplement regarder la continuité des applications partielles, ça ne permet pas de conclure la continuité de la fonction en un point A donné. Okay. C'est vrai dans un sens, c'est-à-dire que si on a la continuité au sens qu'on a défini, alors on a la continuité des applications partielles, mais la réciproque est fausse. Je vais l'expliquer. Enfin, d'abord, ça va être l'objet d'une proposition. Donc f, si f est continu en A appartenant à B, alors pour tout j appartenant à un D, donc quelle que soit la variable que l'on fait varier gelant les autres, l'application partielle FJA est continue. Alors attention ici, hein, cette fonction-là, ce qui varie, c'est seulement la jème variable, donc ça n'a pas de sens de dire elle continue en A. Hein, c'est une fonction d'une seule variable, et A c'est un vecteur. Cette fonction-là, elle va être continue précisément en AJ, et continue en AJ. Preuve de ce résultat-là, et maintenant vous commencez à me connaître, à savoir que j'aime bien la caractérisation séquentielle, donc on va le faire par caractérisation séquentielle. Donc je veux démontrer que je me fixe J, hein, et je veux démontrer que cette application-là est continue en AJ. Bon, eh ben, j'utilise la caractérisation séquentielle, je me donne soit xn, une suite, alors je vais peut-être l'appeler tn en l'occurrence,
ici, je me donne une suite. Je montrais que FJA, qui est une application de ce que j'ai appelé tout à l'heure DJ de A d'ailleurs, hein, j'espère que je ne vais pas oublier le 2A, DJ de A. Je vous démontrais que cette application, elle est continue en AJ, donc il faut que je démontre qu'à chaque fois que j'ai une suite d'éléments de DJ de A, donc dans l'ensemble de départ de la fonction FJA, qui tend vers AJ, eh bien, j'ai FJA de Tn qui tend vers FJA de. Donc, montrons que FJA de Tn tend vers FJA de AJ. Je vais vous faire remarquer que FJA de AJ, hein, c'est exactement, rappelez-vous la définition, FJA de T, c'est F de en fait A1, A2, etc. Il y a des AI partout sauf à la jème variable où il y a T. Donc si on l'évalue en T égale à J, ça c'est exactement F de A. Donc je dois démontrer que FJA de Tn tend vers F de A lorsque j'ai une suite Tn qui tend vers AJ, quand n tend vers plus l'infini. Si j'ai démontré ça, je conclus à la continuité, puisque par caractérisation séquentielle. Donc, ok, alors comment je vais faire? Moi, il va falloir que je me ramène au fait que je sais que F est continu en A appartenant à D. Je sais rien sur les FJA a priori. Donc comment je fais? Simplement, je vais me ramener au cas de F en construisant une suite à partir de Tn qui est une suite de vecteurs. Donc on pose Xn, on pose pour n appartenant à n, Xn, donc une suite de vecteurs, et on voit bien laquelle on va prendre, hein. On va prendre A1, AJ-1, Tn, AJ plus 1, AD. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette suite? Cette suite-là, il n'y a pas de n à beaucoup d'endroits, il y en a juste là. Et nous, on sait que Tn tend vers AJ. Tn tend vers AJ. Donc vous voyez, on peut voir cette suite de vecteurs. Vous vous rappelez, hein, quand on a une suite de vecteurs, finalement, c'est un vecteur dans lequel à chaque fois on a une suite réelle. A1 c'est une suite réelle, etc. Mais 1 c'est une suite réelle pas compliquée, c'est la suite constante égale à 1. Il y a juste celle-là qui est un peu plus compliquée, c'est une vraie suite réelle, Tn, pas forcément constante. Mais comme Tn tend vers AJ, chaque composante ici, A1 tend vers A1, oui, parce que A1 c'est la suite constante égale à 1, et c'est vrai pour toutes les composantes sauf la Jn, et Tn tend vers AJ. Donc j'ai Tn qui tend vers AJ, donc j'utilise ici la proposition hein, que une suite de vecteurs tend vers un vecteur si et seulement si chacune des composantes tend vers la composante limite. Donc Xn tend vers vers A quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est pourquoi? C'est par caractérisation séquentielle, j'utilise le fait que f est continu en A appartenant à D. Pardon, j'ai rien utilisé pour l'instant, Xn tend vers A. Et maintenant j'utilise la continuité de f en A par caractérisation séquentielle, f de Xn tend vers f de A quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est par continuité de f en A. Par continuité de f en A. Donc, et là, en fait, c'est fini. Pourquoi? Parce que f de Xn, c'est quoi? Ça, c'est exactement, regardez ce que c'est que f de Xn, c'est f de A1, AJ-1, Tn, AJ plus 1, AD. Mais ça, ce n'est rien d'autre précisément que FJA de Tn. Ça, c'est rien d'autre que FJA de Tn. Et donc, j'ai exactement montré ce que je voulais, c'est-à-dire que FJA de Tn tend vers F de A. Et donc, la conclusion, je ne l'écris pas au tableau, mais vous voyez que j'ai démontré la continuité de FJA en AJ. Pourquoi? Parce que c'est la caractérisation séquentielle de la continuité, deuxième fois que je l'utilise. Je me suis donné une suite Tn quelconque tendant vers AJ, et j'étais capable de démontrer que
FJA de Tn tend vers FJA de AJ, c'est-à-dire la continuité par caractérisation séquentielle de FJA en AJ, ce que je voulais montrer. Ok. Alors donc, bien sûr, c'est ce que j'avais commencé à expliquer à l'instant. On pourrait dire, mais est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que finalement, on ne peut pas se ramener? Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale et on va montrer que la réponse est non. Là, on a une définition de la continuité qui est faite sur la fonction de plusieurs variables. Et si f est continue en A, alors il y a des fonctions qui sont continues et ces des fonctions sont des fonctions d'une seule variable réelle. On peut se dire, ah, peut-être que la réciproque est vraie, ce qui serait génial, parce que ça veut dire que pour étudier la continuité d'une fonction de des variables, on peut se ramener à l'étude de la continuité de fonctions qui ne sont que d'une seule variable, ce qui a priori est plus simple. Mais non, ça c'est faux. On va voir un exemple très très simple de ce fait-là. Donc ne pensez jamais, et ça peut être tentant, hein. Vous avez une fonction de plusieurs variables, vous dites, ah bah tiens, je vais regarder la continuité par rapport à x, puis par rapport à y, puis par rapport à z. C'est ça, hein, la continuité partielle, là. La fonction, les applications partielles de f. Eh bien, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est pas vrai. Vraiment, la continuité, il faut regarder la variable dans sa globalité, qui est c'est un élément de RD. Je vais juste illustrer graphiquement l'idée, hein, c'est que quand vous voulez montrer que f de x tend vers f de a, bon, si vous êtes dans R, voilà votre A, il n'y a pas beaucoup de manières de se rapprocher de A. Vous tendez par la gauche, par la droite, ou vous faites éventuellement une suite qui a un truc qui oscille par la gauche, par la droite, mais il n'y a qu'une seule direction sur laquelle se balader. Si vous êtes ne serait-ce qu'en deux dimensions, donc maintenant A il est ici, c'est un vecteur de R2, vous voyez que si vous regardez seulement ces deux directions-là, donc si vous demandez autrement dit la continuité seulement pour la fonction de la variable x et de la variable y, ça ne vous dit pas la continuité, parce que f de x, le fait que x tende vers a, ça peut se faire de manière beaucoup plus complexe que simplement selon l'une de ces directions, ou selon une autre direction. On pourrait dire, bon, il y a aussi, on peut faire tendre x vers a par une autre direction, mais c'est pas seulement ça le problème. On peut faire tendre x vers a en le faisant tourbillonner, par exemple. On peut imaginer ça, si on pense à une suite. Donc le fait qu'en dimension supérieure, on puisse se balader de manière beaucoup plus compliquée que juste dans des directions, ça fait que la continuité selon les directions ne suffit pas à conclure la continuité de la fonction de manière globale, au sens où on la définit. Donc maintenant, je vais l'écrire ici. Donc attention. La réciproque est fausse. Donc je le dis à l'oral, alors qu'est-ce que ça veut dire que la réciproque est fausse? Ce n'est pas parce que les applications partielles sont continues que la fonction elle-même est continue. On va faire un exemple du fait que ça se passe très mal, ça. Je vais prendre la fonction suivante. La fonction qui a xy, donc qui va de R2 dans R, et qui a xy associe xy sur x carré plus y carré. Alors ça, c'est un objet qui a un sens pour peu que le dénominateur ne s'annule pas. Le dénominateur s'annule si et seulement si x et y valent tous les deux 0. Donc du coup, ça c'est une définition que je pose si y est différent du vecteur nul, le vecteur 0, 0. Et cette fonction, je vais lui imposer une valeur 0 en xy égale 0, 0. Ok, alors qu'est-ce que je peux dire de cette fonction? Je vais regarder, moi ce qui m'intéresse c'est sa continuité en 0, 0. Hein, parce que vous voyez que cette fonction-là, elle est continue pour xy différent de 0, 0. En tout point A différent de 0, 0, elle est continue. Pourquoi? Parce que c'est simplement une fonction rationnelle. Le seul point qui pose problème, c'est le point où le dénominateur s'annule. Bon, alors, regardons les applications partielles. Les applications partielles en 0, 0. Donc je vais poser A égale 0, 0 ici. C'est le point qui m'intéresse. Et puis je vais regarder ce que c'est que F1A. Alors F1A, c'est l'application qui va de R dans R et qui a T associe. Donc je vous rappelle que F1A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais varier
seulement la première variable et je gèle les autres. Donc ça veut dire que je gèle la variable y à 0. Bon, alors là, le calcul il est rapide. Ici, x fois 0, ça fait 0. Et donc, cette fonction, cette application partielle, elle est constante égale à 0. Je peux faire la même chose, vous voyez, c'est complètement symétrique. f2a, bah, c'est la même chose, cette fois, fonction de r dans R, qui a t associe 0. Graphiquement, ça veut dire quoi? C'est que cette fonction, si je regarde ce qu'elle fait, donc elle prend en entrée un élément de R2, en 0, 0, elle vaut 0. Mais aussi, en fait, le long de l'axe des abscisses et le long de l'axe des ordonnées. Quand l'un des deux, x ou y vaut 0, f vaut 0. Donc cette fonction-là, si vous voulez, elle s'annule sur ces deux axes. Ok. Et donc, bien sûr, ces fonctions-là sont continues. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est en 0. C'est les fonctions constantes. Bien entendu, elles sont continues en 0. Donc on pourrait se demander, tiens, est-ce que ça n'implique pas que du coup, f elle-même est continue en 0, 0? Et on va voir que f n'est pas continue en 0, 0, ce qui vous fournit un contre-exemple et vous montre que la réciproque en général est fausse. C'est pas parce que la fonction est continue en tant que fonction que d'une variable, pour chacune des variables impliquées, que la fonction elle-même est continue. Donc on va démontrer que f n'est pas continue. Pourtant, f n'est pas continue. En 0, 0. Et ici, on ne va pas avoir besoin de tourbillonner, faire des trucs compliqués pour le voir. On va simplement se balader le long d'un autre axe. Ici, on va s'amuser à regarder ce qui se passe sur cet axe-là. Alors, on va utiliser la réciproque de la caractérisation séquentielle de la continuité. Souvent, vous allez vous en servir beaucoup en TD. L'idée, c'est quoi? C'est que, dans les exercices, ça intervient souvent. Cette idée, c'est que si vous voulez montrer que f n'est pas continu en 0, 0, vous arriverez à le démontrer si vous démontrez que si vous trouvez une suite xn qui tend vers 0, 0, telle que pourtant f de xn ne tend pas vers f de 0, 0. Donc trouvons xn, donc une suite de R2, telle que xn tend vers 0, 0, mais f de xn ne tend pas, alors ça c'est une suite, f de xn ne tend pas vers f de 0, 0 égale 0. Donc, vous voyez ici, si je trouve une telle suite, la fonction ne peut pas être continue, parce que si elle l'était, dès que vous avez une suite qui tend vers 0, 0, f de xn doit tendre vers f de 0, donc si elle était continue en 0, 0. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre tout simplement xn, posons, xn égale 1 sur n, où n appartient à n étoiles. Donc autrement dit, la suite qu'on est en train de prendre, c'est la suite qui se balade ici sur cet axe, et elle se balade comme ça. Voilà les éléments successifs de la suite. Donc bien sûr, xn tend vers 0, 0, puisque chacune de ces composantes tend vers 0. On a vu, une des premières propositions, que pour une suite de vecteurs, on l'a utilisé encore tout à l'heure, xn qui tend vers 0, 0, pour que xn tende vers x, il suffit que chacune des composantes tende vers les composantes correspondantes de x. Donc xn, bien sûr, tend vers 0, 0, quand elle tend vers plus infini. Et maintenant, calculons ce que vaut f de xn. Ça va pas être trop compliqué. F de xn, ça fait quoi? Ça fait f de xn, pour tout n appartenant à n étoiles, f de xn vaut alors 1 sur n fois 1 sur n, sur 1 sur n au carré, plus 1 sur n au carré. Bon bah là c'est simple, vous avez au numérateur 1 sur n carré, au dénominateur des 1 sur n carré vous en avez 2, 2 sur n carré, et finalement vous obtenez 1 demi. Ça notoirement, f de xn,
pour tout n, f de xn vaut 1,5, donc f de xn, c'est la suite constante égale à 1,5, qui ne tend pas vers 0. Ne tend effectivement pas vers 0. F de xn ne tend pas vers 0. Et donc par caractérisation séquentielle, f n'est pas continu en 0, 0. N'est pas continu en 0, 0. Vous voyez, ça veut dire quoi hein, ce qui montre la non-continuité de f en 0, 0, c'est que cette fonction, elle vaut 0. Tout va bien sur l'axe des abscisses désordonnées, mais j'aurais plutôt le dire comme ça, on s'en fiche à ce stade des abscisses désordonnées, cette fonction n'est pas continue en 0, 0 parce que le long de cet axe-là, le long de l'axe de la première bisectrice, cette fonction elle vaut 1. Donc elle vaut 1 partout ici, hein, sauf bien sûr, sauf en ce point où elle vaut 0, 0 par définition. On a posé qu'elle vaut 0 ici. Donc elle passe brusquement hein, de 1 à 0. Sur cet axe-là, partout elle vaut 1, sauf en ce point, et en ce point elle vaut 0. Donc elle est discontinue. Et vous pouvez me dire, ah mais en fait c'est juste parce que du coup il y a une droite où ça se passe mal. Il suffit, si jamais la fonction est continue le long de toutes les droites, peut-être qu'on pourrait conclure. La réponse est aussi non. Mais voilà un contre-exemple simple pour dire la continuité selon chacune des variables ne permet pas de parler de continuité de la fonction de manière générale, au sens où on l'a défini. Donc faites très attention à ça, et on va voir d'autres exemples de ce genre de subtilité pour les fonctions de plusieurs variables. Vous voyez à nouveau l'utilité de la caractérisation séquentielle. Si vous pensez qu'une fonction n'est pas continue en un point, une très bonne manière de le faire, c'est d'établir que, de trouver une suite qui tend vers ce point, tel que pourtant f de xn ne tend pas vers f de ce point. Ok, voilà, donc ça clôt la partie sur la continuité des fonctions de plusieurs variables, et ça mène désormais à la question plutôt de la généralisation de notions de dérivabilité qu'on avait pour une fonction de plusieurs variables, où, comme je l'ai déjà annoncé, les choses sont nettement plus subtiles, mais néanmoins très importantes, parce que on va vouloir malgré tout, regarder, comme je l'ai dit en introduction, hein, par exemple, on veut avoir des résultats du style « Ah, si une fonction atteint son minimum en un point, alors sa dérivée est nulle en ce point ». Donc il faut au moins avoir des notions de dérivabilité pour des fonctions de plusieurs variables, et on va s'atteler justement à donner des premiers résultats dans cette direction.